Hello les amis, nous sommes le jeudi 16 avril 2020 et nous sommes toujours en confinement. Moi, toujours au boulot. Quand je me déplace professionnellement, je passe souvent devant des zones industrielles ou artisanales ou commerciales, je sais pas comment elles s'appellent, où il y a des, vous savez, des grands magasins, des Leclerc et tout et tout. Je vois une file de queue, mais impressionnante devant ces magasins, quoi. Je sais pas combien le type qui vient d'arriver va attendre, 1 heure, 2 heures, 3 heures pour pouvoir rentrer ensuite dans le magasin. Je me dis, mais il va perdre, je sais pas moi, 3 4 heures pour faire des courses. Il serait pas mis au travail, parce que franchement, rentrer dans ce magasin après que tout le monde est passé, au travail, c'est pas plus dangereux. Mais bon, ça, j'arrête pas de me répéter. Alors pour rassurer, parce que il y en a beaucoup qui ont peur, hein, ici, je vois aussi tous les jours qui passent, une différence fondamentale entre le traitement de l'information sur vos médias institutionnels à mensonges, les BFM, les TF1 et compagnie, qui prônent la parole de Macron qu'il est beau, qu'il est fort, et les médias Internet. Le fossé est en train de se creuser, il est juste abyssal. Alors je dis pas que tout ce qui passe sur Internet est vrai, de loin pas, bien sûr, mais il y a des gens quand même qui font des choses très très sérieuses, et on s'aperçoit que les fake news, elles sont à la télé, elles sont juste à la télé, quoi. C'est juste impressionnant, télé et radio. Je vais vous donner quelques statistiques tout à fait récentes de l'Italie. Donc ici, vous voyez la distribution géographique des décès. On voit que la Lombardie, la région de Milan, là, est la plus touchée. Je vous rappelle que c'est dans cette région-là qu'on a fait une campagne de vaccination contre le pneumocoque et contre la grippe avant l'apparition de ce virus. Donc évidemment, toujours personne n'en parle parce que Big Pharma veut pas qu'on en parle, ça c'est sûr, mais il y a un lien de causalité évident entre cette campagne du pneumocoque et le pourcentage énorme qu'il y a en Lombardie. Les données démographiques mises à jour, vous voyez, on s'aperçoit que la majorité, hélas, des décès, c'est dans la tranche 80-89 ans, la tranche 60-79 ans, puis qu'ensuite, vous voyez, il n'y a rien entre 0 à 39 ans, il y a très peu entre 40 et 49 ans, très peu aussi entre 50 et 59 ans. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. En bleu, c'est les hommes, en rouge, c'est les femmes, et en violet, c'est le total. Donc les femmes sont beaucoup plus résistantes, mais ça on le savait déjà. Les pathologies préexistantes, eh ben, vous regardez en orange, 61,6, ils avaient 3 ou plus pathologies avant d'avoir eu ce Covid. 22,8 en avaient 2, 13,8 en avaient une, et 1,8% en avaient 0. Ces pathologies, c'est quoi? Eh bien, vous voyez, c'est l'hypertension artérielle qui est de loin devant. Hein. Je vous laisse les liens. Vous pouvez les mettre dans Google Chrome, ça se traduit tout seul en français si vous voulez aller plus loin. Les symptômes les plus communs, de la fièvre, avant tout, la difficulté de respirer, la toux, la diarrhée. Les complications, c'est de loin l'insuffisance respiratoire. Donc voilà pour ce qu'on peut dire sur les statistiques italiennes. Évidemment, tout ça est à mettre en corrélation avec le fait que, vous voyez, ça c'est une étude anglaise, ils trouvent que 50% des décès dus au corona se produisent en maison de retraite, d'après les données européennes. 50%, c'est juste énorme, c'est juste affolant, quoi. Affolant, ce qui se passe dans les maisons de retraite. Ensuite, nous avons il y a un truc quand même assez extraordinaire qui se passe, qui fait peur, franchement qui fait peur, c'est qu'on tape sur les médecins qui
guérissent des patients, parce qu'ils n'ont pas fait de recherche avant. Ça, je voudrais bien qu'on mette le focus là-dessus. Je vais commencer à faire toute une série d'émissions. Il y a des médecins qui soignent, des médecins généralistes, et on les tape. On dirait, comme le professeur Raoult dit, que dans ce pays, c'est la recherche qui prend le pas sur la guérison, quoi. Demain, vous êtes malade, le médecin va d'abord il va d'abord falloir qu'il attende le résultat des recherches avant de vous donner des médicaments. C'est ce qui se passe là en ce moment pour le Covid, quoi. Les médecins se font taper dessus. C'est affolant. Et il y a des médecins qui sont payés par les labos, ça tout le monde le sait, dénoncent des médecins qui soignent avec des méthodes, euh, on va dire, classiques. Vraiment, la dernière vidéo du professeur Raoult, elle dit tout, quoi, de ce qui se passe dans ce pays, de la mainmise des labos qui ont à leur botte les médias, tous les médias, sans aucune exception. Donc là, vous avez un article qui dit les médecins cinglés peuvent être aussi dangereux que les politiques cinglés par le professeur Peter Gutsch. Et qu'est-ce qu'il dit, professeur Peter Gutsch? Il dit que la propagande et le matraquage que nous subissons atteignent un degré tel que je vois combien même des personnes capables de prendre du recul et de penser par elles-mêmes sont désorientées. Vous connaissez sans doute cette expérience qui montre qu'en répétant 3 fois le même argument au cours d'une conversation, la probabilité qu'elle fasse son chemin, de manière presque subliminale, dans l'esprit de votre interlocuteur augmente de manière exponentielle. On imagine bien la puissance de l'impact quand la répétition est faite 100 ou 1000 fois, jour après jour. Les chaînes en continu, quoi. C'est bam bam, bam bam, bourrage de crâne. Et les gens, moi je vois des gens, j'ai l'impression qu'ils pensent que le Covid, Ebola à côté, c'est rien, hein. C'est un virus tueur. Vous le chopez, vous êtes mort, hein. Nous avons actuellement le choix entre écouter des acteurs de troisième catégorie qui semblent avoir de la peine à lire et surtout de comprendre des études scientifiques, ou alors nous tourner vers les meilleurs experts et les meilleures sources. Nos autorités, hélas, ont fait leur choix et c'est bien triste. Voilà, vous voyez, on avait avant cette pandémie le meilleur virologue au monde. On continue à ne pas l'écouter, on continue à l'ignorer superbement. Et pourtant, comme dit le professeur Peter Gutsch, resterait certes aux membres du groupe Covid des HUG, HUG c'est comme les CHU chez nous, c'est un Suisse, hein, et aux médecins cantonal à connaître ces élémentaires questions méthodologiques. Ceux qui, à les lire et les entendre, semblent ne toujours pas être le cas. Et avec ce constat, certes inconfortable, on meurt depuis quelques semaines, beaucoup moins à Marseille que partout ailleurs, en France, en Suisse et même qu'à Genève. Tout est dit. Dans sa dernière vidéo, le professeur Raoult parle de shadow writers, les écrivains de l'ombre, encore appelés ghost writers. Alors, je vais vous montrer ce que c'est le ghost writing dans la recherche biomédicale pour bien comprendre que Big Pharma, c'est un monstre tentaculaire. Et je vous mets l'article aussi, si vous le voulez, dans les liens. Des médecins-chercheurs prestigieux mettent leur nom sur des articles scientifiques qu'ils n'ont pas écrits et qui font la promotion de médicaments en falsifiant ou en fabriquant des données. Afin de mieux positionner leurs produits sur le marché, auprès des médecins, des compagnies pharmaceutiques mettent au point des plans de publication visant à publier, entre autres, un maximum d'articles scientifiques vantant les mérites de leurs produits dans les principales revues médicales. New England Journal of Medicine, par exemple. Pour cela, elles embauchent des firmes de rédaction médicale qui mettent au point des articles promotionnels, au style tout à fait scientifique. Si certains de ces textes se contentent de mettre en évidence les bienfaits de médicaments testés dans un essai clinique au détriment d'une présentation claire des effets secondaires, d'autres présentent carrément des données falsifiées ou fabriquées. Dans d'autres cas, il s'agit de revues systématiques, ces synthèses d'articles très lus par les médecins pressés. Les firmes de rédaction médicale contactent ensuite des médecins prestigieux, des leaders d'opinion, et contre une rémunération parfois, je rajouterai moi, souvent très élevée, leur demandent de signer l'article comme auteur unique. Comme ces médecins n'ont pas été payés directement par la compagnie pharmaceutique, ils ne déclarent pas de conflit d'intérêts qui pourrait attirer l'attention des lecteurs. Et donc ils ne sont pas dans la case transparence santé. Vous savez, quand on voit la case transparence santé, le site internet transparence santé pour savoir ce que votre médecin touche des labos. Sur la base de tel article, des médicaments aux effets douteux et même dangereux, par exemple le Vioxx, le Paxil,
possiblement onéreux pour le système de santé, mais lucratif pour les compagnies pharmaceutiques, il n'y a que les dollars qui comptent, sont prescrits à de nombreux patients. Le procès du Vioxx a permis de recenser des dizaines d'articles de ce type vantant ce médicament anti-inflammatoire qui fut retiré en 2004 du marché par la FDA. Récemment, on a découvert qu'un manuel très utilisé de pédopsychiatrie recommandant l'usage du Ritalin avait été rédigé par une écrivaine fantôme, Sally Leden, payée par la compagnie qui fabrique le Ritalin. Les deux auteurs officiels du livre sont le docteur Charles Nemeroff, directeur du département de psychiatrie à l'université de Miami, et le docteur Alan Schatzberg, directeur du département de psychiatrie à Stanford University School of Medicine. Eh bien, cette pratique a 6 enjeux éthiques majeurs. La falsification d'un texte scientifique dans l'intention de tromper le public, le manque de rigueur et d'intégrité des auteurs fantômes dont la conscience est endormie par l'argent ou des promesses de pouvoir, le manque d'esprit critique des revues médicales ou des maisons d'édition qui acceptent trop facilement des articles ou des livres d'auteurs prestigieux, l'abus de confiance des médecins qui se fient pour leur pratique clinique et la qualité des données probantes publiées dans les grandes revues, le manque de balises en droit et en éthique pour contrer ce genre de pratiques, les conséquences désastreuses sur la santé publique de ces partenariats publics-privés entre l'université et l'industrie. Donc vous voyez, après, c'est ces mêmes médecins pourris qui touchent des pactoles de fous, qui dénoncent les petits médecins généralistes qui trouvent des remèdes mais qui coûtent rien et qui soignent des gens. Voilà où on est, la tentaculaire pieuvre Big Pharma dans ce monde grâce à ces toubibs vendus. Vendus. Du reste, un abonné m'a dit « Bonjour Sylvano, voici un lien vers le journal de France 2 hier soir. » Tout le journal de France 2. Et il dit vous pouvez le voir en replay, hein, il dit qu'à 37 minutes 30, la réponse du docteur du Figaro, le magazine Figaro, sur l'interdiction faite aux médecins de prescrire un traitement contre le Covid, car c'est considéré comme de la recherche. Voilà où on en est, ce que dénonce le docteur Raoult. Hein. On dit que c'est de la recherche et qu'il ne faut pas prescrire. Voilà. Donc on préfère laisser mourir les gens en attendant la recherche. Je rappelle que cette étude Discovery, ça commence à devenir vraiment la blague, quoi, la blague du jour. Et moi, je comprends pas que les hommes politiques, bon, sauf François Asselineau, d'autres, Éric Fiorile, démontent ça, mais ils sont si pouillèmes qu'ils passent pas sur ces médias, quoi. Tous les autres, hein, ils se taisent, je sais pas, c'est comme on le disait hier avec Valérie dans l'émission, c'est tous les mêmes, tous les mêmes. Un abonné m'écrit « Ce matin, je me rends dans ma pharmacie de quartier où j'avais commandé des granules homéopathiques. Voyant l'écriteau « masque réservé au personnel soignant », j'engage la conversation. « Oh, je vois que les masques sont réservés au personnel soignant. Où les achetez-vous ?»« C'est l'État qui nous les donne, me répond-on. Il existe un gros site pour pharmacie à Orléans qui a des masques en stock. Il s'appelle Pharmazone. Je l'avais montré dans d'autres émissions. Mais c'est interdit, on n'a pas le droit de vendre des masques. Peut-être que vous êtes mal informé, vous pourriez les contacter pour vérifier. On attend les ordres du gouvernement. Oui, mais le gouvernement a dit que les masques arriveraient fin juin, donc si ce virus est aussi dangereux qu'on le dit, vous allez nous laisser tomber comme des mouches? Oui. Voilà. Je suis parti sans emporter ma commande, ils n'auront plus un sou de moi. Il y a suffisamment de chaînes, de groupes qui ont repris les propos du pharmacien, c'est scandaleux. Tout ça, c'est scandaleux. Mais il y a beaucoup de procès en cours. Hein. Je pense qu'eux pensent s'en réchapper, mais ils n'en réchapperont pas. Par contre, il y a une excellente nouvelle que là aussi vous n'allez pas entendre dans vos médias boîte à images mensongers. Donc il faut le trouver dans la presse israélienne et aussi dans la presse italienne, ça passe dans d'autres pays. C'est un professeur, il s'appelle Isaac Ben Israël, qui estime que les mesures de confinement sont excessives et nuisent inutilement à l'économie. Ben ça, tout le monde le sait que c'est inutile, quoi. Rester chez vous pour aller dans l'hypermarché, le lieu où il y a le plus de virus au mètre cube, sans aller bosser. Et moi, je vois encore des chantiers qui sont dehors, en plein air, où les mecs, ils vont pas bosser, quoi. Mais il faut être... ça devient... On se demande s'ils sont... Il y a une abonnée qui me disait, mais en fait, en France, comme
C'est le pays où on vend le plus d'antidépresseurs au monde. Les gens qui sont pas tous au Prozac, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il dit, ce professeur? Il est le chef du programme d'études sécuritaires à l'université de Tel Aviv, et président du Conseil national pour la recherche et le développement. Et il est intervenu pour présenter une vision de la gestion mondiale. Il a parlé d'une recherche qu'il a menée avec un autre collègue professeur. Il affirme que le nombre de nouveaux cas du virus atteint un pic après environ 40 jours et décline progressivement pour atteindre zéro après 70 jours. Selon lui, cela serait vrai dans n'importe quelle partie du monde, que les pays interrompent leur activité économique ou pas. Il dit que dans le cas du pays Israël, il a souligné que 140 personnes meurent chaque jour en temps normal. Fermer une bonne partie de l'économie à cause d'un virus qui tue une ou deux personnes par jour est une erreur radicale qui coûte inutilement au pays 20% de son PIB. Le professeur Gabi Barbache, l'ancien directeur général du ministère de la Santé, qui est l'expert médical, a déclaré que le professeur Ben Israël se trompait. Il dit que le bilan humain aurait été beaucoup plus important si Israël et d'autres pays n'avaient pas pris ces mesures. Pourtant, le professeur Ben Israël a affirmé que les chiffres, notamment de pays comme Singapour, Taïwan, la Suède, qui n'ont pas pris de mesures aussi radicales pour fermer leur économie, démontraient qu'il avait raison. Les forts taux de décès dans certains pays s'expliquent du fait que leurs systèmes de santé ont été submergés, ce que moi je vous dis depuis le début de mes émissions. Quand Barbache a cité New York comme l'exemple d'un système de santé débordé et affirmé que seules des mesures radicales pouvaient empêcher une crise mondiale encore plus grave, le professeur Ben Israël a répondu que les dernières indications en provenance de New York laissaient penser que la pression sur le système de santé commençait à diminuer, ce qui est vrai. Selon lui, cela irait dans le sens des statistiques qui montrent que le nombre de nouveaux cas atteint un pic et commence à chuter après 40 jours. Et vous voyez bien que après que moi j'ai été regarder l'Italie, ça a suivi ça à peu près, 40 jours, et là ça chute. Tant mieux. La fin de la pandémie en Italie est prévue pour le 19 mai. Fin de pandémie. Plus rien. Ça c'est bien. Évidemment, quand vous voyez dans les tableaux de World Meters, vous voyez par exemple qu'il y a des nouveaux cas en Chine. C'est normal. Il y a plein de Chinois, quand ça a été confiné, le pays a été fermé, c'était les fêtes du Nouvel An, et il y avait plein de Chinois, beaucoup de Chinois à l'étranger. Par exemple, tous les cas qui avaient été avant-hier, c'était des Chinois qui revenaient de Russie. Maintenant, on va aborder un autre thème assez important. En semaine 11, c'est-à-dire du 9 au 15 mars, 46% des prélèvements sont positifs à la grippe, 5% au Covid. Il est alors décidé de ne plus analyser les virus grippaux, mais de commencer une recherche exclusive du Covid sur toujours les mêmes symptômes. À la fin de cette semaine 11, le 16 mars, Macron décide le confinement généralisé. Certes, la grippe était sur sa phase descendante, mais cela pose une question quand même. Après cette date, il y a bien des analyses du Covid, mais sont-elles vraiment Covid ou tout coronavirus confondu puisqu'on ne les cherchait pas avant? Je rappelle que dans l'une des premières vidéos du docteur Raoult, il expliquait qu'il existait en France 4 coronavirus depuis des années, encore cette année. Donc résumé, grippe et Covid-19. En semaine 10, parmi les 152 prélèvements qui ont été testés, 83, soit 54,6%, étaient positifs pour un virus grippal, 39 pour un virus de type A et 49 pour un virus de type B. Et ça, c'est dans les documents SentiWeb. Je vous mets dans les liens, il n'y a aucun souci. La semaine 11, comme je vous l'avais expliqué, marque la fin de la surveillance grippale. C'était dans mon édition d'avant-hier, je crois. On voit que le réseau Sentinelle a mis fin à la surveillance de la grippe, et on voit que c'est là que les chiffres du Covid explosent. En semaine 10, encore, donc du 2 au 8 mars, parmi les cas de syndrome grippaux vus par les médecins du réseau Sentinelle, 138 prélèvements nasopharyngés ont été testés pour le SARS-CoV-2. Parmi ces prélèvements, 3, c'est-à-dire 2,2%, étaient positifs au SARS-CoV-2. En semaine 11, du 9 au 15 mars, sur 39 prélèvements nasopharyngés
qui ont été testés, et là, que 2, soit 5,1%, étaient positifs au SARS-CoV-2. Donc voilà, ça c'est une nouvelle pour vous dire que pour tous les cas qui tombent, si on les analyse, en Italie, je vous avais dit que les statistiques italiennes, on les avait analysées sur les personnes décédées, toutes les personnes décédées, que 12% avaient été attribuées au virus. Donc il se passe des choses extrêmement bizarres, il se passe aussi des choses, je reçois des éléments de la Suisse, il y a des vidéos suisses qui sont censurées, et il y a des personnes qui me disent que la Suisse aurait fait passer aussi la vaccination au futur vaccin obligatoire. Donc je vais vérifier ces informations. Si j'ai des amis suisses, vous pouvez m'envoyer vos recherches. Parce que dans le pays où on fait tout par référendum, si ça s'est passé, c'est grave. Donc vous voyez, il y a des choses qui se passent, il y a la télé qui vous ment, la radio qui vous ment, les journaux qui vous mentent. Et il y avait une étude qui disait que 26% des Français ne croyaient plus aux médias. Bon, ça c'était il y a 2 semaines, quand je devais faire une émission avec Hanouna. Aujourd'hui, je pense que ça augmente chaque jour, on augmente un petit peu, hein, pas beaucoup, 0,1%, on va dire, ça c'est déjà pas mal. C'est pour ça que c'est important d'éveiller, éveillez-en un, qui lui va en éveiller un autre, et ainsi de suite. Mais il disait il y a 2 semaines que 26% des Français ne croyaient pas les médias sur cette pandémie. Et il y a aussi une étude pour savoir si les Français allaient accepter de suite le vaccin. Et je crois que c'est 25% qui n'accepteraient pas le vaccin. Donc on s'aperçoit que les deux chiffres coïncident. Ceux qui ne croient pas aux médias ne vont pas se faire vacciner. Par contre, ceux qui sont devant BFM toute la journée, eux, vont aller se faire vacciner comme de gentils moutons dociles. Voilà. Je vous embête pas plus pour aujourd'hui. J'ai pas mal de boulot. Je vous fais des gros bisous. Restez unis, groupés. Pas de défaitisme. Cette pandémie va disparaître et ils n'auront plus aucune raison de nous laisser confinés. Parce que croyez-moi qu'ils veulent vraiment nous laisser confinés. Bisous, bye bye.